Bien le bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, qui est un podcast qui contient des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui ont des métiers du milieu artistique sur leur processus de création. Et aujourd'hui on accueille Pierre Ravoyard, aka Sonar. Comment ça va Pierre ? Ça va et vous ? Ça va. Bonsoir du coup ? Ouais, bonsoir. Ah. Bonsoir, Ou bonjour bonsoir. pour ceux qui écoutent ça à 6h du matin, peut-être C'est qu'il vrai, y en a ? c'est vrai. Je Et ne ben sais dans pas. ces cas-là, bon réveil, bon petit-déj si vous en prenez, et bon café. Et bonne chance parce que un petit déj avec Pierre Ravoyard et Mélissa Brézé, ça peut piquer peut-être. Oui, bon courage pour ce réveil. Oh, remarque, au moins ça réveille quoi. Ah là, ça réveille, oui. Je suis d'accord. Alors, dis-moi si je n'oublie pas de casquette à ta tête, mais à ma connaissance, tu es compositeur, vidéaste, mixeur, tu fais du sound effect et t'es parfois réalisateur. Alors, sound designer peut-être plus. Ok. Sound effect, c'est plus le fichier audio. Mais après, on dit qu'on Ah ouais ? est plus sound designer. Ok, très bien. Après, en vrai, aux États-Unis, sound designer, c'est ceux qui vont vraiment créer des sons un peu particuliers. Oui. En France, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà. On parle d'un bruiteur en général, ou d'un monteur son du coup qui va utiliser les sons du bruiteur, ou qui va enregistrer peut-être des sons d'ambiance un peu partout, et qui va les compiler pour le mettre dans le film Ok, ou autre production audiovisuelle. très bien. Merci. Je vous en prie. De ta formation de base, t'étais déjà là-dedans ou t'as appris en autodidacte et maintenant c'est ton métier ? J'ai fait les deux. Alors, au collège, j'ai appris le clavier et la guitare en autodidacte. Mhm. J'avais un background de musique parce que je faisais de la trompette Ouais, putain, en trop classe. 6e. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur, un coup d'amour pour les Beatles en 6e. Parce Oui. que la chorale du collège faisait un spectacle en fin d'année sur les Beatles. Et du coup, j'ai trouvé ça trop incroyable comme musique. Et en fait, jusqu'à la fin du collège, je me suis dit, ah, c'est trop bien la musique, c'est trop bien les Beatles. Et en fait, à la fin du collège, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la musique et je veux être en studio. Parce que les Beatles, ils ont un peu révolutionné la musique, surtout en studio. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, dès le lycée, en fait, j'ai suivi un cursus pour aller vers des études de mixeur, enfin des études d'ingé son. Ok, Donc voilà. d'accord. Mon cursus scolaire, c'est vraiment du coup une première et une terminale STI, électrotechnique, Ouais. donc tout ce qui a trait à l'électricité, Ouais. qui me permet après d'avoir un bagage électronique pour après faire des études de technicien du son. D'accord. Et donc j'ai fait 2 ans d'une école qui s'appelait AMTV, et cette école n'existe plus. C'est en gros un cursus scolaire qui partait de la base de l'ingé son, c'est-à-dire Ouais. enregistrement de musique, mixage, que ça soit en concert ou en studio. Et quelquefois, on avait des cours un peu plus exotiques sur, par exemple, le montage son d'un film ou le mixage Mhm. d'un film. D'accord. Mais c'était surtout axé musique. Et c'est après que je me suis orienté vers le cinéma. D'accord. Du coup, donc toi, tu viens de dire que tu avais commencé par la trompette, mais ensuite par le clavier et la guitare. Oui. Tu composes pas mal de musique aussi. Oui. Enfin, notamment d'ailleurs. Quand tu composes, j'ai envie de dire par quel instrument tu commences. Alors, ça dépend. Dis-moi tout, je sais tout, oui. Si j'ai Pro Tools, pour expliquer aux auditeurs, Oui. Pro Tools, c'est un logiciel de prise de son et de mixage son, et qui permet aussi de faire de la musique. Si j'ai Pro Tools d'ouvert, je vais avoir un clavier qui est relié à mon Pro Tools, et je vais avoir une palette d'instruments divers et variés, mais ça sera Et surtout du coup, du tu vas clavier. composer du clavier. Donc à partir de là, je commence à composer du clavier, et ça peut partir sur des musiques pop, ou complètement électro, complètement hip-hop. C'est là où la palette est assez large. Si je me mets à la guitare
Et des fois, je prends juste une guitare acoustique, je suis dans mon salon et puis je gratte comme ça. Ouais. Ça va tout de suite être une balade ou un morceau rock ou folk. Donc ça dépend où je suis Où quand t'es en fonction du style que tu veux l'inspiration faire, vient. du coup. Et oui, D'accord. voilà. Parce que du coup, quand tu fais des sons pour des musiques, j'entends plus, pas des sons, pour des films, des courts-métrages ou des vidéos, il y a forcément une couleur qui doit ressortir, un style musical ou quoi que ce soit qui t'est demandé à ce moment-là ou que toi tu choisis. Ça t'oblige un peu à connaître les fondamentaux de chaque style musical pour pouvoir faire ressortir ça, ou c'est un truc qui devient naturellement, en fait, tu sais que si tu veux faire... Je sais pas trop comment poser cette question. Je vois un peu la question que tu me poses. Très bien. Donc en gros, je n'ai pas la prétention de connaître tous les styles musicaux et de savoir les composer ou au moins les jouer. Donc en gros, je vais prendre l'inspiration du réalisateur ou de celui qui fait n'importe quel film. Je vais prendre ses inspirations, je vais prendre peut-être aussi, il a des choses à me faire écouter ou voilà, des ambiances. Et je vais partir de ça et le faire à ma manière. D'accord. Du coup, si on me demande de faire une valse, par exemple, bah, je vais prendre un peu les codes de la valse, mais comme je ne sais pas composer de valse, bah, je vais le faire à ma manière. Et du coup, ça va sonner pas forcément comme une valse, mais un petit peu quand même. D'accord. Mais oui, en gros, je m'inspire de ce que veut le réalisateur. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait que le réalisateur ou la réalisatrice ait des inspirations, ou en tout cas des envies, parce que ça me permet beaucoup après ça me permet plus facilement d'aller vers ce qu'il veut, ou au moins d'aller vers quelque chose qui correspond à l'image. Oui. Parce que si le réalisateur me dit fais un rock, c'est large quand même. Donc je vais beaucoup m'inspirer des inspirations et je vais le faire à ma manière tout simplement. Oui, encore une fois, donc comme on en a déjà parlé dans l'épisode 4 et dans beaucoup d'épisodes, mais encore une fois, ça t'ajoute une contrainte et du coup, ça t'aide aussi à créer, Mais c'est ça. D'avoir ça. Si t'as les inspirations du ou de la réal, du coup, c'est simple pour toi de t'en inspirer. Enfin, simple, tout est relatif. Mais non, mais oui, mais voilà, tout à fait. t'as du coup la possibilité de t'inspirer de ça pour créer quelque chose. Et par contre, si t'as pas ça, tu sais pas trop où partir. C'est ça. Ouais. Ça t'est déjà arrivé quand même de devoir créer sans aucune indication ? Oui. Alors si j'ai pas d'indication, je regarde les images et puis je me dis ok, je pense que il faut que ça soit ça. Et je vais m'inspirer sur d'autres styles. En gros, il me faut toujours une base d'inspiration et à partir de ces inspirations, le processus créatif peut m'amener ailleurs. Oui. Donc si je m'inspire sur un type de musique, je vais essayer de l'assimiler, et puis je vais commencer un truc, et puis peut-être que ça va m'amener un peu ailleurs. Même si le réal avait une idée précise en tête, je vais quand même lui présenter ce que j'ai fait, et il me dit c'est trop bien, ou c'est pas du tout ça que je voulais. C'est de la merde en fait. Voilà. Le plaisir avant tout. C'est un peu ça qu'on demande aussi au compositeur, c'est qu'il apporte sa patte, qu'il apporte sa vision du truc. Bah ouais. Après, il y a aussi des compositeurs qui, on leur demande de faire je veux que tu fasses exactement comme ça, et puis ils vont faire exactement comme un truc qui a déjà été fait, et puis ça... Oui, mais du coup, ils sont plus musiciens que compositeurs. Enfin, après, ils ont le titre de compositeur, mais oui, c'est plus arrangeur. Mais par exemple, si je prends un cas concret de Hans Zimmer, qui est une société de création musicale en fait, lui, il va apporter la plupart peut-être des idées, mais après il a des compositeurs qui travaillent pour lui et en fait qui reproduisent le style Hans Zimmer, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est ouf. Ah ouais. Ah, je savais pas. Quand c'est son nom sur l'affiche, c'est peut-être pas lui qui a fait toutes les musiques qu'on entend. Ah ouais ? Putain. Et oui. Et du coup, j'imagine que c'est pareil pour tous, genre Danny Elfman, tous. Enfin, les plus gros, oui. Ça, peut-être John Williams, on peut se dire que c'est lui qui écrit tout. Ouais. En gros, pour le coup, c'est lui qui s'inspire beaucoup de ce qui a déjà été fait avant et qui va un peu compiler. Mais oui, voilà. Ouais. Ah, c'est ouf. Je digère l'information, pardon.
D'un coup, les grands compositeurs redescendent un peu dans ma... Après, ça veut pas dire En moi. qu'ils ont pas... Parce que Hans Zimmer, il a commencé quand même... il a Oui. commencé tout seul. Bah, C'est j'imagine. juste qu'il a un tel travail à fournir qu'il peut pas tout faire tout seul. Donc forcément, il lui faut une équipe pour pouvoir fournir tout ce qu'il a besoin de fournir. Ouais, je comprends. C'est pas... je vois pas ça de manière négative, tu vois, mais du coup, c'est ultra... c'est vrai que quand tu t'es pas plus posé la question que ça et que tu sais pas, tu te dis « Ah merde !» En fait, c'est pas lui... tu sais, moi, je les imagine avec leur partition en train de dessiner des petites croches et tout, là. En fait, pas du tout. Ah non. Parce qu'en plus, faut se dire qu'il y a le compositeur qui est là pour créer en fait la musique, que ce soit d'un film ou de n'importe quoi. Et après, il y a l'orchestrateur qui, c'est lui qui va noter toutes les petites croches. Les orchestrateurs, du coup, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a énormément de fonctions entre le compositeur, le mec ou la nana qui crée, et après la mise en place de la musique, enfin quand les musiciens jouent. Il y a énormément de tous les monde. Instruments en plus. Donc voilà, c'est... Quand le compositeur, par exemple, il va mettre une note super aiguë sur un instrument, par exemple le tuba, parce qu'il ne sait pas forcément que le tuba ne peut pas faire cette note-là, physiquement. Oui. L'orchestrateur, lui, il va faire en sorte que le tuba puisse jouer une note équivalente, entre guillemets, mais que ça puisse être cohérent dans toute la partition, quoi. D'accord, ok. Donc là, on est vachement parti sur les musiques de cinéma, mais toi, tu composes aussi de la musique... Je peux te dire la même chose, du coup, pour la musique populaire, si tu veux. Hein. Par exemple, on va aller dans l'extrême inverse. David Guetta, sur ses albums et ses singles, c'est son nom qui est écrit en gros, en général, sauf que lui ne fait que le travail un peu final, entre guillemets. Ou alors, il va peut-être avoir une idée, et il va avoir quelqu'un qui va travailler avec lui. J'ai notamment lu un livre d'un de ses collaborateurs qui s'appelle Fred Riester. Non. Je ne sais plus son nom. Mince. On dirait Fred, non mais on dirait Fred. Et en plus c'est très triste parce que du coup Fred, il a écrit un livre autobiographique. Il était malade d'un cancer et du coup il est décédé il y a pas longtemps. Et en fait, lui, étant un passionné de musique, et il a commencé sa carrière en tant que DJ un peu simple au départ, et il a rencontré David Guetta, et en fait, il y a une amitié qui s'est faite. Du coup, ils ont commencé à travailler ensemble, quoi, sur beaucoup de chansons très très connues. I've Got a Feeling de Black Eyed Peas, c'est lui. Enfin, c'est eux, et en fait, il y a beaucoup de musiques comme ça qui sont créées à plusieurs. Même s'il va y avoir qu'un nom, celui du chanteur ou peut-être celui du DJ, il peut avoir 3 ou 4 noms en plus. Par exemple, on voit sur Spotify, on peut afficher les crédits des chansons, et on peut voir justement les interprètes, les compositeurs et les producteurs. Et on voit que des fois, en compositeur, il y a vraiment 5-6 noms, quoi. On le voit aussi dans les... Alors, c'est un peu une ref 90, enfin 90-2000, mais dans les CD, dans les albums, dans les pochettes, quand tu lis tout, il y a les noms de tout le monde, et on voit qu'ils sont 1000, oui. Mais ça me paraissait bien plus naturel sur de la musique type musicale que sur de la musique de film. En fait, non, je sais pas pourquoi. Je me doutais bien qu'en effet, dans le cinéma, le compositeur qui composait ne composait pas pour tous les instruments, et qu'ensuite il y avait une adaptation parce qu'il connaît sûrement pas tous les instruments. Bien sûr. Mais je savais pas que c'était au point que des fois il y avait des morceaux, c'était même pas lui qui les composait en fait, mais des gens les composaient dans son style. C'est ça. Je trouve ça assez ouf. Donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que toi tu fais. Là, on a du coup beaucoup parlé de musique de cinéma, parce que t'en composes, mais tu composes aussi de la musique type musicale. Je sais pas comment terminer autre, parce que c'est juste de la musique en fait. Musique d'écoute. La musique audio. Je sais que tu as notamment fait un remix de... Alors, je sais jamais si c'est Wes de Alané ou Alané de Wes. Je sais que c'est Wes Alané de Wes. Ok, Alané de Wes. Donc là, pour le coup, l'inspiration est très grande, vu qu'en fait, c'est même du sample, etc. Complètement.
pour ce qui est du reste, est-ce que tu pars aussi d'une inspiration ou tu pars juste de toi devant ta guitare ou devant ton clavier qui fait plusieurs accords ou plusieurs mélodies et ça vient et tu peux développer autour de ça? C'est complètement ça. Ok. En gros, tu te laisses emporter par la musique. Alors, moi, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai, on va dire, peut-être 200 projets Pro Tools ouverts avec 3 pistes dessus et qui ont une boucle de 5 secondes. Quoi. Ouais. Et en fait, le morceau n'avance pas parce que c'est très difficile de se dire « Ok, j'ai une mélodie qui est cool, j'ai un truc qui est sympa, où est-ce que je vais avec ça ?» Ça, c'est ultra compliqué parce qu'il y a vraiment une réflexion où tu te dis... Parce qu'à force de l'entendre, en plus, cette boucle, tu te dis « Ah putain, c'est pas si bien que ça. » Et tu laisses tomber complètement le projet alors que la boucle est super. Mais il faut ajouter plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Il faut arranger le morceau. La phase d'arrangement est très difficile à entamer parce qu'on ne sait pas si la boucle qu'on a, c'est un refrain, c'est un couplet, c'est une intro. Et puis, on a peut-être 5 instruments, mais est-ce qu'il faut en rajouter un ? Est-ce qu'il faut peut-être en enlever 2 ? Est-ce qu'il faut rajouter une transition à cet endroit-là ? Le processus créatif est tellement compliqué. Je sais un petit peu de quoi tu parles. Oui. Mais oui, à mon petit niveau, mais oui, je vois très bien de quoi tu parles. Tu cherches à... Alors là, je rentre dans la technicité musicale. Rentre dans le vif du sujet. Admettons, donc, tu as 4 accords de base. Est-ce que tu pars d'abord d'accords simples et tu les enrichis par la suite, ou est-ce que tu as direct des accords très enrichis ou pas, enfin, c'est pas obligatoire d'enrichir des accords, mais je sais pas si... Moi, mon avis est que c'est quand même vachement plus sympa quand ils sont un minimum enrichis. Disons que ça sort un peu plus de l'ordinaire et qu'on est moins sur de la musique pop. Après, j'écoute beaucoup de jazz, c'est peut-être aussi pour ça que je pense ça. Mais... Donc, qu'il faut enrichir les accords dès le début ? Alors, est-ce qu'il faut ? La réponse est non. Est-ce que toi... Okay. Est-ce que toi, tu pars d'accords déjà un peu complexes ? Je vois micro-technique accord musicale, à 4 notes ou accord à 5 ou accord à 6. Voilà. Ou alors un accord basique avec une basse différente. Okay. Voilà, c'est exactement ça. Et donc les non-musiciens ne savent pas de quoi on parle. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer de manière concise et simple. En fait, un accord est constitué de plusieurs notes. Plusieurs notes d'une même gamme. Alors... On n'est pas obligé de rentrer dans le vif du sujet, dans le gras. On peut juste dire qu'un accord est un assemblage de plusieurs notes. Eh bien, voilà, en toute simplicité. Parce que si on va trop loin, sinon c'est le bazar. Tu as raison. Et donc, en fait, en général, les accords basiques sont basés sur 3 notes. Exactement. Un accord enrichi a un peu plus de notes. Tout à fait. Donc, ta question de départ, c'était... Et donc, ma question de départ, c'est est-ce que quand tu composes, tu pars d'accords simples pour les enrichir par la suite, ou est-ce que tu as déjà ton idée, en fait, quand ta suite d'accords te vient, ils sont enrichis dès le début ? Ça dépend du style de musique. Oui. Quand je sais que je vais faire une musique un peu jazz, je peux commencer à mettre un peu plus de notes, à faire un peu plus d'accords aussi, à aller sur des sonorités peut-être un peu plus abstraites aussi. Si je sais que je fais une balade à la guitare, je vais utiliser des accords basiques à 3 sons, à 3 notes. Oui. Mais des fois, je les enrichis en fonction de comment je positionne mes doigts sur la guitare. Tu peux rajouter un son, une note qui ne fait pas partie de l'accord et et même des fois, en fonction de ton positionnement sur le manche, ou même sur le clavier d'ailleurs, tu peux garder toujours une note, la même note qui va sonner sur tous les accords, mais qui ne fait pas forcément partie des autres accords qui vont suivre. Oui, bien sûr. Là, on va commencer à perdre les gens qui ne font pas de musique. Mais c'est dommage parce que c'est passionnant. En gros, garder cette note toujours en fond va enrichir en fait tous les autres accords. Et ça va donner une sonorité tout de suite au morceau.
Oui. Ça va lier le tout, en gros. Oui. Voilà. Et ajouter une couleur. Une couleur, tout à fait. Une couleur qui est un terme musical, mais qui, moi, je trouve, marche très bien et c'est très visuel parce que les accords et les notes ont souvent des couleurs telles quand on les entend. Et voilà. Tout à fait. Mais c'est très drôle parce qu'hier, je regardais de la théorie sur les accords. Bref. Et je suis tombée. Pourquoi j'ai tapé couleur, accord? Je sais pas. Ah, bah si, parce qu'en fait, je voulais apporter de la couleur à certains de mes accords, justement, mais de la couleur musicale. Ouais. C'est-à-dire les enrichir, mais je savais pas trop les enrichir dans quel sens. Du coup, voilà, je cherchais tout ça. Et évidemment, je suis tombée sur des forums qui mettaient de la couleur sur les notes et sur les accords. Et en majorité, je sais pas si c'est intéressant tout ce que je raconte dans le podcast, mais voilà. On discute, on est enregistré. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Il y avait un micro. Ah. Alors, de manière majoritaire, en fait, du coup, le cercle colorimétrique fait un peu comme une horloge, si on veut. Et du coup, il plaçait les accords dans l'ordre, du coup, d'une octave, qui commençait par... ça commençait pas par le La. Non, alors, je dis le La parce que... C'est le cycle des quintes dont tu veux parler, c'est ça? Peut-être, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est intéressant. Tu connais toutes les notes? Oui. Tu sais ce que c'est qu'une quinte? Oui. Si, alors là du coup on n'est plus du tout sur les... J'essaye d'expliquer de manière simple. Moi j'explique en fonction d'un clavier parce que j'ai commencé la musique par le piano et que, du coup je trouve ça plus simple visuellement. Okay. Donc sur un clavier de piano, vous avez plusieurs octaves. Une octave c'est 8 notes. On oublie les touches noires pour l'instant. Même si c'est utile pour le cycle des quintes du coup. Oui. Ok. Merde, ok. Alors donc il y a ces 8 notes blanches et c'est 5 notes... Non. Si, il y a 5 notes noires. Oui. Ok. Donc, c'est 8 notes blanches et c'est 5 notes noires. Donc, a priori, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui savent qu'il y a les notes noires sont les dièses et les bémols des notes qui sont sur les notes blanches. Et donc, on a ce qu'on appelle une fondamentale, qui est la note de base qu'on veut faire. Donc, admettons que ce soit un Do, qui est a priori visuellement la première note de l'octave sur le piano. Et ben, la quinte... Ah putain, mais là, il va falloir expliquer les mineurs et les majeurs. C'est surtout les tons et demi-tons. Oui. C'est surtout ça. Entre deux notes, il y a toujours un demi-ton. Mais quand je parle de deux notes... Oh, putain, c'est tellement compliqué à expliquer à l'oral. En fait, on parle d'intervalle entre deux notes. C'est ultra compliqué, sans montrer... Après, on n'est pas obligé d'expliquer. En vrai. En vrai, regardez sur Google. Cherchez les notes d'un clavier, qu'est-ce que c'est? Ok, le Do, il est là, le Ré, il est là. En gros, la quinte, c'est 5 demi-tons. C'est 5 demi-tons. C'est une quinte juste. Exactement, et vous vous référez à l'épisode de Kaamelott. Mais en gros, pour t'expliquer ce que c'est le cycle des quintes, c'est un cercle avec toutes tes notes de ton clavier. Ouais. Et en gros, t'as le haut de ton cercle, qui est ta première note, c'est le Do, on va dire. Et en fait, on va passer tout de suite à la quinte suivante. Mm-hmm. Après ton Do, c'est le Sol. Et après la quinte, c'est le Ré. Et ainsi de suite. Et en fait, tu fais tout ton cercle comme ça. D'accord. Et à la fin, tu reviens sur ton Do. Et c'est pour ça que ça s'appelle un cycle, c'est parce que ça revient au même endroit. D'accord. Et en fait, avec ce cycle-là, tu auras passé toutes les notes de ton clavier. Mm. Même les dièses et les bémols, du coup. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Et en fait, ce cycle de quinte va te permettre de faire des suites d'accords cohérentes. D'accord, ok. Voilà. Très bien. C'est un peu technique, ça. Oui, mais ça reste très intéressant. Mais non, du coup, c'était pas ça avec les couleurs, mais d'accord, ok. Je connaissais pas ça du tout. Et je vais revenir sur l'enrichissement des accords. Tu peux enrichir aussi en enlevant des notes. Oui. Tu peux aussi avoir des accords qui a 2 notes. Et là encore, si tu gardes par exemple toujours t'as une note principale qui va être ton Do par exemple, et que au changement de chaque accord, tu vas changer ta deuxième note, que tu vas faire un Sol, et puis après tu vas faire un La, après tu vas faire un Si bémol. Tout de suite, ça va donner une couleur
Tu enrichis parce qu'en fait, t'es plus simple, t'es sur une sonorité plus pure. Avant cette parenthèse très technique musicale, sur laquelle on va peut-être revenir plus tard, hein, je ne sais pas, je ne prédis pas d'avenir. Parlons de Pete et Ike, donc, qui est une chaîne sur YouTube que tu possèdes avec Cédric Scalabrini. Oui. Posséder, c'est pas le bon terme. Créer. On a créé une chaîne. Oui, on a ouvert une chaîne même. Ouais. Peut-être plus ça. J'aime bien les mots pas très adéquats sur les phrases. Qui est une chaîne qui d'ailleurs en ce moment il n'y a plus de vidéos, dis donc. Oui, mais en fait, il faut bien se dire qu'on a ouvert la chaîne parce que, surtout avec Cédric, on voulait faire de la musique. D'accord. Et en fait, on s'est dit, ouvrons une chaîne YouTube, on mettra ces musiques-là dessus, et puis ça sera rigolo, on pourra filmer des conneries. Mais il n'y avait pas de but de sortir une vidéo régulièrement, où on sortait un truc dès que c'était prêt, quoi. D'accord. Et pour l'instant, c'est un peu en stand-by. D'accord, il faut se dire que Cédric a repris sa chaîne Zedon, et que du coup, il sort une vidéo par jour. Ah ouais. Pendant 1 an. Ah ouais. Et ouais. Ok, ça explique tout. Du coup. Et en fait, il fait une explication d'un terme ou d'une expression ou de plusieurs expressions anglaises une fois par jour. D'accord, ok. Donc ce qui est énorme, en fait. Mais oui. Donc voilà. Forcément, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Forcément. Donc du coup, t'as un peu expliqué, mais en gros, sur cette chaîne, vous faites des vidéos où tout est en musique. Comme d'habitude, il y aura les liens dans la description. Après tout, ouvrez la description, enfin. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc là, vous écrivez à 2, pour le coup. Oui. Vous écrivez complètement à 2, ou il y en a plus, un qui compose, un qui écrit, ou un qui a l'idée et qui fait, et après vous faites à 2 ou... Alors, en général, je compose et Cédric écrit. Oui. Parce que de toute façon, Cédric est plus à l'aise avec l'écriture. Moi, je ne sais pas écrire du tout. D'accord. J'essaye, mais c'est pas... Bref. Et, ou alors, en tout cas, je trouve que ce que j'écris n'est pas terrible. Oui. Ça, après, c'est un autre débat. Sujet, mais on va pouvoir en parler. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, du coup, Cédric compose aussi. Après, moi, je vais apporter la partie arrangement. Oui. C'est-à-dire que lui, il va venir avec une mélodie au chant et des accords à la guitare, ou peut-être même une mélodie à la guitare en plus. Et moi, je vais ajouter tout ce qu'il y a derrière, du coup, pour que ça fasse un morceau un peu plus fourni, quoi. Des fois, on part sur une idée. Par exemple, là, le dernier truc qui n'est pas encore sorti. Pour le coup, j'avais pris ma guitare chez moi un soir, et puis j'avais gratté quelques accords, et puis j'avais fait une mélodie à la voix, mais juste la quoi. Et j'avais enregistré ça vite fait, et je l'ai mis sur notre drive qu'on a avec Cédric. Et en fait, lui, la fois suivante où il est venu, il m'a dit « Ah ça m'a vachement inspiré, j'ai trouvé ça comme idée. » Et puis il avait une base d'écriture, il n'avait pas encore tout le texte. Mais à partir de ça, on a pu travailler un peu en même temps, devant mon ordi. Moi, j'étais en train d'enregistrer vraiment les musiques et faire les arrangements. Et lui, il écrivait en même temps. Et du coup, il y avait une espèce de ping-pong. Quand lui cherchait un terme particulier ou une tournure de phrase, moi, je proposais des idées. Et puis, il voyait si ça allait ou si ça allait pas. Et inversement, j'essayais un truc. Il me disait c'est bien, c'est pas bien. Enfin... Et après, on crée comme ça le morceau, on crée la vidéo aussi comme ça, on crée le principe de la vidéo comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok, oui, du coup, votre fonctionnement d'écriture à 2 se complète vachement et ça vous pousse encore plus loin à chaque fois. C'est ça. C'est cool. C'est très cool. Ah oui. Du coup, est-ce que tu as l'impression dans ces cas-là que quand tu travailles avec lui, toi tu pousses plus loin ton travail que quand tu fais de la production seule, de la compo seule? Cette question est pas claire. Si. Je vais pas forcément plus loin, mais par contre, Cédric va me donner des inspirations. C'est comme la musique, la composition à l'image aussi. Tu pars sur une idée et puis tu vas voir, pour le coup, Cédric qui va me dire je voyais bien ce style-là. Ok,
go, je pars sur ça, quoi. Et alors, du coup, c'est pas forcément de la musique à l'image. D'ailleurs, c'est plus l'inverse qu'on fait maintenant. C'est qu'on on fait de l'image sur de la musique. Et donc, sur le détective, on était parti sur une mélodie. En fait, moi, je jouais un truc un peu jazzy au piano. Et il m'a dit, ah, c'est cool, ça. Et on a commencé à partir sur le délire, ça serait un détective. Et en fait, il y a des gens qui chantent derrière, mais ils sont vraiment là, quoi. Et du coup, on s'est dit, ah, c'est trop bien comme idée. Et du coup, lui, il est parti. Et en fait, il a commencé à bien écrire le sketch et tout ça. Et une fois qu'il avait écrit le sketch, on a enregistré toutes les voix et les chants. En gros, on a fait un peu, on va dire, un sketch radiophonique. Qu'on a tout fait au son au départ, et après, avec tout ce son-là, lui, il a fait toute l'animation. D'accord. Donc on est vraiment parti dans le sens inverse de création audiovisuelle, quoi. Oui. Comme pour un clip, en fait. Un peu comme pour un clip, sauf que du coup, là, il y avait de la scénarisation sonore, en gros. Utilisons un peu les termes adéquats. Ok. Donc voilà, un peu le processus de création avec Cédric. D'accord, très bien. Donc toi, tu essayes d'écrire, mais tu n'aimes pas ce que tu écris. Scénaristiquement ou musicalement? Pardon. C'est plus des chansons. En fait, j'arrive pas à me poser pour écrire. En gros, quand j'ai mon énième chanson qui a l'air sympa au début, qui est une boucle et tout, pour une fois, j'ai un couplet et un refrain, je vais écrire le refrain qui peut passer, et je vais écrire le premier couplet. Et en fait, avec ça, je pars tout de suite après sur la composition, l'arrangement, et je laisse tomber complètement les paroles. Et du coup, j'ai qu'un couplet et un refrain, et je me dis, ouais, c'est bien, et puis c'est pas bien, et puis je passe à autre chose, du coup. D'accord. Donc c'est là où c'est difficile de se dire, ok, il faudrait que j'écrive complètement du texte, et qu'avec ce texte, que je fasse le processus inverse, en gros. Que je parte du texte pour aller vers la musique, plutôt que de partir de la musique vers le texte. Mais ça, je pense que c'est deux écoles. Ouais, en effet, il y a des gens qui commencent par composer un morceau et qui après écrivent sur ce morceau. Et des gens qui commencent par écrire et qui après adaptent le morceau. Je pense que dans tous les cas, si tu composes avant d'écrire, il faut réarranger ton arrangement de base en fonction de ce que tu as écrit, parce que c'est ultra compliqué. Ou alors il faut s'appeler Verlaine et faire... alors je sais pas, c'est peut-être une très mauvaise ref, parce que peut-être qu'il n'a pas écrit de vers ou d'alexandrin ou de quoi que ce soit. Mais du coup, il faut avoir un nombre de syllabes ultra calculé quand t'écris, et c'est méga compliqué d'écrire comme ça. Ou en tout cas, il faudrait on pourrait faire plein de choses. En ce qui me concerne, il faudrait que quand j'ai une musique qui pourrait être une chanson, je la laisse de côté, j'ai un peu la mélodie en tête, et que je n'écrive pas du tout là où je compose, ou en tout cas pas avec le projet ouvert, parce que c'est là où ça peut bloquer. Il faudrait que je sois sur un bureau, sur une table, et que j'écrive de manière séparée. Comme ça, je sais que j'ai un couplet, un refrain, j'ai 3 couplets et 2 refrains à écrire, quoi. Ouais. Et après, il y a des morceaux aussi où il n'y a pas de chant. La plupart des musiques, c'est pour ça d'ailleurs que je sors que des musiques instrumentales, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à écrire des textes. Et par ailleurs, je n'aime pas ma voix quand je chante. C'est un autre souci. C'est encore autre chose, ouais. Voilà. Est-ce que tu écoutes le style de musique que tu joues ? Oui. Ou c'est complètement si, rien à voir ? Mais pas beaucoup. D'accord. Parce que c'est pas forcément ce que Il y a des trucs qui sont bien. Le souci, c'est que je vais peut-être tendance à vouloir faire... En fait, ce que j'arrive à faire, pour moi, c'est un peu plus facile. Et du coup, les musiques que j'adore, comme les Beatles par exemple, on trouve pas du tout de musique qui ressemble aux Beatles dans ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, pour moi, c'est peut-être un niveau au-dessus. Et du coup, c'est bon, même s'il faut pas mettre de niveau, parce que après, la musique, c'est subjectif, de toute façon. Mais pour moi, c'est quelque chose de difficile à atteindre. Donc, même si des fois j'essaye, mais c'est pas évident pour moi. Donc, je fais
ce qu'il est possible pour moi de faire, en gros. Donc une musique peut-être plus instrumentale, électro, hip-hop. Et c'est là où c'est intéressant, du coup, de travailler avec d'autres personnes, parce que, du coup, on peut s'élever un peu quand on fait des chansons avec Cédric. On élève notre niveau à nous, quoi, en gros. Et on essaye d'atteindre des trucs qu'on pourrait peut-être pas faire tout seul, quoi. D'accord. Si tu devais mettre majoritaire un style, un type de musique, même si je suis pas fan des étiquettes dans la musique, mais soit, que t'écoutes plus, est-ce que tu saurais en donner un ou pas ? Alors pour moi, les Beatles, c'est un style de musique. Ouais. Je reviens dessus régulièrement. D'accord. Sur les Beatles. Alors je vais avoir une période peut-être plus les premières années des Beatles, plus tel type d'album. Mais je reviens toujours aux Beatles. Des fois, en fait, je vais avoir des périodes où je vais écouter que du funk, où je vais écouter que de la house, où je vais écouter des trucs qui passent aujourd'hui. Oui, t'écoutes quand même... J'écoute de tout. Tu es éclectique, Je suis éclectique, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des styles que j'écoute beaucoup moins. D'accord. J'écoute un peu de jazz, mais pas régulièrement. Il faudrait que j'écoute plus régulièrement certains styles, mais bon, c'est pour enrichir la palette musicale. C'est vrai que le hip-hop, j'écoute pas le rap, on va dire plus, le rap. J'écoute pas forcément tout le temps non plus. D'accord. Du coup, tu dis que t'écoutes moins de jazz et de rap. Ouais. Et alors, je suis d'accord, rap et hip-hop, c'est pas pareil instrumentalement parlant. Cependant... Alors juste, du coup, le hip-hop étant très très large, en fait. Oui. Parce qu'on peut avoir du rap à l'ancienne, du rap d'aujourd'hui, du hip-hop instrumental, de la trap. Tout à fait. Le hip-hop est un mélange de plein d'autres styles, enfin un regroupement. Voilà, c'est une grande famille de plein de... Parce que tu peux avoir du hip-hop fait entièrement avec des samples de l'époque, des sonorités hip-hop complètement actuelles avec que des sons électroniques. Oui. C'est comme on dirait l'électro aujourd'hui. L'électro, ça veut un peu plus rien dire puisque la house, la techno, la trance, la dance, le DM, enfin la pop et le rock même utilise beaucoup de sons électroniques. Bah donc, parce que, et pour moi c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans la musique, c'est le fait que tous les styles se fusionnent. En fait, on n'a plus rien à faire de faire partie d'un style ou d'un autre. Le but c'est de fusionner plein de trucs. Enfin, c'est pas forcément un but en soi, mais il y a cette possibilité de fusionner et de pas être enfermé dans un style. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je disais que je suis pas fan des étiquettes en musique, mais le fait est qu'elles existent. Et du coup, je te posais cette question parce que c'est drôle parce que dans certains de tes sons, il y a vachement de sonorités ultra jazzy et des trucs, des beats qui sont assez proches du rap pour le coup. Et du coup, c'est drôle que ce soit des styles que t'écoutes moins. Mais Ces sonorités-là, quand tu les composes, elles te viennent naturellement ou est-ce que tu cherches à les faire ? Ou c'est en fait ce qui te vient Alors, c'est ce qui vient naturellement. Et des fois, j'aimerais sortir un peu de ça. Comme beaucoup de compositeurs, j'ai un truc dans la tête qui sonne super bien dans la tête. Et après, le retranscrire, c'est vachement compliqué. J'ai un peu toujours les mêmes mécanismes qui reviennent. Et c'est pour ça que j'ai ce mécanisme peut-être des sonorités hip-hop ou électro qui reviennent régulièrement, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait, tout à fait. Donc majoritairement, quand tu composes, toi, c'est pour de l'instrumental. Il y a peu de voix, que ce soit du coup dans ta composition musicale, parce que à part si on est dans une comédie musicale ou si on fait un générique, a priori, il n'y a pas souvent des voix dans les musiques de films. Et moi, si je me trompe, mais en tout cas, j'ai beau réfléchir, c'est assez rare. Ou alors, c'est des chansons. Oui, ou alors, oui, tout à fait. Mais voilà. Et dans ce que toi, tu fais, du coup, comme tu viens de l'expliquer, il y a pas forcément de voix dans le sens de parole avec. C'est ça. Néanmoins, ça t'arrive quand même, j'imagine, de composer pour de la voix, pour qu'il y ait des personnes qui chantent dessus. Est-ce que tu composes de la même manière quand tu vas composer quelque chose qui va être complètement instrumental et quelque chose qui va être plus pour de la voix ? En général, quand il y a une voix, c'est qu'il y a, on va dire, un couplet, un refrain. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais
Si elle a la voix, c'est que c'est plus une chanson. Et donc une chanson, elle est en général bien... elle est structurée. Avec un couplet, un refrain, un pré-refrain, un post-couplet, un pont, tout ça. Bref, en tout cas, voilà, il y a une structure et du coup, avec cette structure, on compose de manière à ce qu'on commence avec peut-être une base couplet, un peu simple. Enfin, simple, non, pas forcément simple. Mais en tout cas, avec une structure. Quand il n'y a pas de voix, on peut aller sur quelque chose de plus j'allais dire linéaire, mais c'est peut-être péjoratif dit comme ça. C'est sûr que sur une composition de musique de film, de toute façon, la structure, elle est faite par le montage. Ouais. Donc en gros, on va composer à l'image. S'il y a un plan fixe d'une minute sur un truc, n'importe quoi, on peut faire une musique très, très lente, avec peu de changements de notes, ou même juste un son d'ambiance. Si c'est une scène d'action avec des coups, tout ça, on va essayer d'appuyer sur cette action-là. Donc la structure et du coup le rythme de la musique suit ça. Alors que pour une chanson, la structure va se faire en fonction du style de la chanson. Si on est sur une chanson rock basique, tu vas commencer par un couplet, et puis peut-être un pré-refrain, un refrain, tu vas revenir sur un couplet, peut-être même 2 couplets, pré-refrain, refrain, pont, et finir sur des refrains, quoi. Et sur une musique électro, tu vas avoir une structure différente qui est propre à la musique électro, par exemple techno. Tu vas commencer avec un rythme de base assez soutenu, tu vas avoir une montée sonore, et puis là, tu vas avoir le hook, qu'on appelle ça. D'accord. La partie la plus accrocheuse, plus, là où il y a tous les instruments, climax, quoi. Voilà, le climax de la musique. Pendant tant de temps, et puis ça va redescendre, ça va descendre doucement, et puis le rythme va revenir doucement, et puis on va revenir sur une deuxième partie encore péchue. En fait, chaque style a un peu ses structures préétablies. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut s'aider à faire les arrangements. C'est avec ces structures un peu prédéfinies qui permettent après d'avancer sur la composition. L'importance du mixage. Effectivement, l'importance du mixage, tout à fait. Sous forme de question. Donc, le mixage, oui. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le mot, tout à fait. Ou peut-être qu'ils pensent que le mix, c'est DJ Jean-Michel qui fait... Ou qui pensent que c'est quand on fait de la soupe et qu'on mixe. C'est vrai, tout à fait. J'adore l'humour, mais l'humour ne m'aime pas. Donc le mixage. En gros, le mixage, c'est prendre sa composition avec ce qui inclut de toutes les pistes sonores. C'est-à-dire que si on a fait une balade chant-guitare, eh bien on a 2 pistes. C'est-à-dire qu'on a la piste de chant et on a la piste de guitare. Tout à fait. En gros, le mixage, c'est harmoniser ces 2 pistes sonores-là pour qu'à la fin, on ait un sentiment d'homogénéité entre ces pistes-là et qu'à la fin, on n'ait pas un chant et une guitare, mais qu'on ait une musique globale. Et on va user de plein d'outils pour transformer ces sons-là. Si, par exemple, dans la voix, on a énormément de graves, que je n'ai pas, et que, du coup, on perd des sons dans la guitare, on perd ces graves-là dans la guitare parce qu'ils sont noyés, parce que ça fait brouillon, eh bien, on va enlever ces graves-là dans la voix. Et on va peut-être les amplifier un peu plus dans la guitare. C'est un jeu d'harmonisation, que ça soit sur le moment ou que ça soit dans le temps. Parce que si à un moment, on a le chanteur qui fait une impro vocale, mais qu'en même temps, il a un solo à la guitare,
on voit si on veut mettre en avant soit la voix, soit la guitare à ce moment-là. Et on peut baisser la voix, faire qu'elle soit un peu plus loin dans le plan spatial sonore, Oui. et augmenter la guitare. Ou à l'inverse, faire l'inverse. En gros, le mixage, il n'y a pas de règle. On fait un peu ce qui sonne le mieux. On fait, si quelqu'un adore les aigus, il va mettre des aigus à mort partout, quoi. Si quelqu'un adore la reverb, il va mettre la reverb partout. Et encore une fois, c'est très c'est subjectif, parce que voilà. ça reste de l'art. C'est ça. C'est forcément subjectif. Après, du coup, il y a la phase de mastering Oui. qui est différente, qui, elle, est plus technique. C'est un peu comme le mixage. On va dire que c'est régler le son qu'on a pour l'adapter à toutes les sources sonores d'écoute. En gros, si on écoute une chanson sur une vieille radio, si on écoute une chanson sur la télé, sur des enceintes d'ordi, dans sa voiture, avec une enceinte connectée, tout ça, c'est des sources sonores qui seront complètement différentes. Le mastering est là pour faire en sorte que ça sonne sur toutes ces sources-là. Parce qu'on sait pas comment l'auditeur écoute sa musique. Donc, Oui. il faut que ça soit propre partout, en gros. Et à quel point ça a son... Alors du coup, pas la partie mastering, parce qu'on comprend bien que l'importance, c'est juste que ce soit au maximum de la qualité du son pour la personne qui écoute. Mais au niveau du mixage, à quel point ça a son importance quand tu as composé ton morceau. Très intéressant. Déjà, est-ce que tu inclus dans le mixage tout ce qui est au-delà du réglage des aigus, des graves, tout ça, tout ce qui est les effets que tu peux ajouter à tes instruments ou à tes pistes quelconques? En règle générale, normalement, le processus du mixage, c'est quand la composition est terminée. On pourrait dire que le mixage, c'est un peu une redéfinition de la musique qui a été enregistrée, de la musique qui a été composée. En général, quand on a fini sa musique, elle est un peu brute. Mais on peut aussi rajouter des effets d'écho, de reverb, de chorus, de dédoublement, de voix, d'effets de radio. Il y a plein d'effets comme ça qui sont des effets esthétiques qu'on peut déjà mettre dans le processus de composition. D'accord. Mais on peut aussi les utiliser dans le processus de mixage. Si par exemple on a une chanson qui est prête, qui est complètement composée et complètement enregistrée, quand on va au mixage, en général le mixeur, il va... Donc là je viens sur quelque chose de technique. Le mixeur va prendre toutes ces pistes, il va tout nettoyer et il va faire une balance. Oui. En gros, il va dire, ok, je veux que ça... Enfin, il va mettre un peu les niveaux sur chaque piste. La basse, il faut qu'elle soit un peu plus faible, que la batterie soit un peu plus forte. Ça, sur toutes les pistes. Et il voit comment ça sonne, et il dit, ok, c'est cool. Et c'est là qu'il commence à bidouiller peut-être les aigus, les graves, s'il y a besoin, parce que des fois, il n'y a pas besoin. Peut-être mettre un peu de compression s'il y a des instruments un peu trop dynamiques, ou en tout cas pour peut-être... garder un peu de volume, mais enlever peut-être des sons qui sont un peu plus forts à certains endroits du morceau. Compression. Et après, on peut aller sur des trucs un peu plus exotiques, comme justement tout ce qui va être réverbération et tout ça, qui vont lier un peu le tout. Mais ces effets de réverbération et d'écho, tout ça, on peut les mettre aussi sur le processus de composition parce que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces effets-là. Par exemple, sur un ampli de guitare, on peut avoir des sons d'écho, de delay, on appelle ça, en son. Et en fait, ça va rajouter une sonorité à la base dans son jeu de guitare. Tu vas pas jouer d'une même manière si tu es un son complètement sec et un son avec une reverb dessus. Oui, bien sûr. Tu vas laisser traîner le son et tout ça. Et du coup, c'est un peu comme on veut, en fait. Comme toujours. C'est l'inspiration du moment. Mais voilà, on peut régler ces deux choses séparément. Entre la partie
complètement artistique qui est la composition et la partie complètement technique du mixage. Merci. De rien. Est-ce qu'on passe à l'histoire que tout le monde va continuer ? Mon Dieu. Pourquoi tant de haine ? Tout le monde a cette réaction. Et pourtant, à chaque fois, les gens s'en sortent bien. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Je vais faire un petit résumé. Je passe toute l'exposition des personnages parce que je pars du principe qu'on est au 5e épisode, que si vous voulez plus de précisions sur nos 3 personnages principaux, écoutez les autres épisodes, ils sont bien aussi. C'est vrai. Donc nous avons nos 3 personnages, Émilie, Rosette et Damien de la quai de jeu. Que s'est-il passé dans le dernier épisode ? Dans le dernier épisode, on a appris... Quoi ? Mais qu'a-t-on Ça appris ? Mais enfin ! Mais je n'avais pas idée. T'as rien dit ? Ah, pardon. Vas-y, tu peux y aller. On a appris que, déjà, Émilie et Rosette étaient en coloc dans l'ancienne maison de la mère de Rosette qui est décédée. On a également appris que Rosette et Émilie ont toutes les deux suivi une formation en mécanique quantique. Mais mécanique, pas dans le sens physique-chimie, dans le sens vraiment mécanique comme un garagiste. Mais quantique. Le cerveau de Sophie Saccaro. Voilà. Et donc, elles sont capables de former avec leurs mains des objets qui ont des propriétés vraiment exceptionnelles. Ah oui, d'où le principe quantique. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a que Émilie qui a eu ce diplôme et Rosette ne l'a jamais eu parce que quand sa mère est décédée, elle est tombée dans une dépression qui a fait qu'elle n'a pas pu terminer sa formation. Donc Damien, qui est chez Émilie et Rosette, prend conscience qu'en fait, si les objets parlent pour Rosette, en fait, certains objets parlent vraiment pour tout le monde, parce que c'est Émilie qui a fabriqué un mécanisme qu'elle a mis dans les objets pour que les objets parlent. Parce qu'ils parlent, mais on les entend. Alors voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est que tout le monde prend Rosette pour une folle parce qu'elle parle aux objets et que personne n'entend les objets, alors qu'en fait, chez elle, il y a des objets que tout le monde peut entendre parler. Parce qu'Émilie les a fabriqués. Et qu'elle fait croire à Rosette qu'elle n'entend pas leur voix. Mais en fait, elle la mène un peu en bateau. Est-ce qu'on peut modifier un peu ça ? Oui, tu pourras modifier un peu. Okay. En fait, Émilie a commencé à faire ça quand Rosette n'allait pas bien et qu'elle était dans sa dépression pour l'aider à aller mieux. Donc Rosette en a fait sa normalité et du coup elle s'imagine parfois que vraiment des objets parlent, c'est pour ça que personne ne les entend parce qu'en fait ces objets-là ne font pas spécialement de bruit, mais c'est devenu sa normalité à elle, pour aller mieux, sa thérapie quoi. Voilà, et on s'est arrêté au moment où en fait Damien découvre par une trappe dans la chambre d'Émilie qu'il y a une sorte d'atelier où du coup Émilie fabrique tous ces objets pour parler et donc il découvre que c'est Émilie qui fait croire à Rosette que les objets parlent alors que c'est elle qui les fait parler mécaniquement. Voilà où nous en sommes. Donc Damien est dans l'atelier. Oui, c'est là où on l'a laissé. Émilie est toujours en train de reprocher à Rosette et pourquoi tu l'as fait venir mais tu te rends pas compte, il va découvrir notre secret. Oui. Je veux que Émilie parle comme ça. Bah alors, du coup, tu joueras le rôle d'Émilie ? Non. Non. C'est faux. Absolument pas. Donc, on a les filles qui s'engueulent. Oui. Damien, dans cet atelier, se dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Émilie, qui a des objets et des machins pour fabriquer... elle a un fer à souder, attention. Est-ce que je raconte une histoire ou est-ce que je peux dire ce que j'avais en tête de manière complètement aléatoire? Tu peux faire les deux, tu peux commencer par dire ce que tu avais en tête et voir où ça t'amène après. Comme tu le sens, hein. Tu es libre. Max. En gros... Pardon. Mais je m'appelle Pierre. Ça, hein. Mais t'avais la ref ou pas? Pas du tout. Il est libre, Max. J'adore cette chanson. Bref. Alors, Damien
de par sa découverte, se dit oh, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est bizarre tout ça, quoi. Et du coup, il va rejoindre les filles. Et en fait, le ton monte entre les filles, et puis ça commence à se partir sur les mains, quoi. Ok. Donc, du coup, Rosette comprend pas, elle essaye de s'échapper, parce qu'il y a Emily qui l'apprend par le col en lui disant non mais enfin c'est ultra dangereux, quoi. Il faut pas du tout qu'il découvre quelque chose. Suspense. et en fait, Emily, sur un excès de colère, elle pousse Rosette, quoi. Et Rosette tombe par terre, elle se racle complètement la gueule contre une table. D'accord. Prenons une table ou ça peut être n'importe quoi. Et elle est au sol. Et Damien, ayant entendu le bruit, il ressort et puis il revient du coup dans le salon. J'imagine qu'ils sont dans le salon. Oui. Et là, il y a Rosette qui se lève et on voit toute sa moitié du visage arrachée. Et c'était un cyborg. Mais non, c'est trop bien. Créé par Emily. Ouais. Et c'est pour ça que Rosette entend les voix dans sa tête et que les objets, en fait, on n'entend pas les objets, D'accord. mais Rosette entend les voix dans sa tête parce qu'elle est connectée à tous les objets. Et du coup, les objets, ils communiquent vraiment, mais dans sa tête à elle, parce que c'est un D'accord. robot, et du coup, en fait, ils communiquent par ondes. Oui. Voilà. Et du coup, Damien se dit, mais quoi ? Mais où est-ce que je suis tombé ? Je suis tombé dans un film de science-fiction, c'est pas possible. Est-ce que je peux te couper parce Oui. que du coup j'ai un truc qui m'amène beaucoup de difficultés, même si j'adore là où t'es parti. Oui. C'est Sinon, que- j'ai d'autres idées, hein, t'inquiète. C'est que Damien a grandi avec Rosette, donc il l'a vu grandir. Si tu me le justifies, il y a aucun problème, mais là je vais avoir besoin d'aide là. Parce qu'il était à l'école, il était au collège et au lycée avec elle en fait. Mais ce cyborg a très bien pu être créé à partir d'un corps humain. Ah, surtout que ça justifie beaucoup parce que à l'époque du collège et du lycée, elle ne parlait pas toute seule, elle ne parlait pas avec les objets. Non mais du coup très bien, très bien. J'accepte totalement cette justification. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un cyborg organique. Rosette a quand même des membres humains, si tu veux. Ghost in the Et Shell. c'est juste que ça a été recréé dessus. Moi, j'avais Dragon Ball en référence. Ah oui, du coup, aussi. Ça marche aussi. ça marche. Et donc, du coup, Damien qui se dit, mais Rosette, enfin, c'est pas possible, t'étais mon ami d'enfance, comment tu peux être un peu un robot Je ne sais pas où est-ce que je peux aller avec ça, du coup. Eh ben, déjà, est-ce que, honnêtement, quand une personne se rend compte de ça, c'est un monde où normalement il n'y a pas de robots, on est d'accord ? Ouais. Donc a priori, quand Damien se rend compte de ça, peut-être il flippe. Est-ce que vraiment il reste sur place pour poser des questions ? Je sais pas. Comment tu penses qu'une personne réagit face à ça ? Quand Alors tu découvres un truc comme ça que tu effectivement, il peut s'enfuir connais pas. Mhm. et se poser toutes ces questions en s'enfuyant. D'autant plus qu'il y a toujours Emily. Donc, Emily qui a l'air d'être une sacrée menace, puisqu'elle a quand même arraché la moitié de la Mhm. tête Puis de que accessoirement elle a sa transformé un coloc corps humain en robot. aussi. Donc, peut-être que Damien a peur pour sa vie à lui-même. Donc, effectivement, il peut s'enfuir. D'accord. Et du coup, Emily peut commencer à faire des reproches au robot à moitié assommé au D'accord. sol, comme ça. Et donc, ce Damien de la quai de jeu, il s'enfuit. Et peut-être qu'il peut commencer à faire des recherches Mhm. sur qui est Emily. Parce que Emily, elle fait quoi dans la vie ? Dans la vie, elle est dans l'associatif. Elle parcourt les petites villes et les villages avec sa camionnette pleine de livres pour faire lire les gens. Pleine de livres, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Très bien. Comment est-ce qu'Emilie elle règle le problème avec Rosette ? Parce que du coup elles sont engueulées, mais a priori entre humains, quand il y a un problème, on règle le problème en discutant. Là, comment elle règle le problème avec cet Mais- humain robot, cet humanoïde ? Il faut voir si Rosette a encore un peu de conscience humaine ou si c'est devenu complètement un robot dans un corps de chair. Ça, je sais pas.
Tu ne sais pas, et tu ne veux pas le dire. C'est comme tu veux, c'est pas si, on peut dire que sa conscience humaine peut être aussi mise en veille, et que du coup, l'humanité, entre guillemets, de Rosette n'est faite que par un logiciel, mais Un algorithme. un algorithme, oui, un algorithme créé par Émilie D'accord. dans son atelier avec son fer à souder. Ok. Et du coup, on peut se dire que Émilie va rebooter un peu Rosette et peut-être faire effacer cette engueulade qui a eu lieu, quoi. C'est pour ça aussi m'intéresse. que Rosette reste un peu perchée, c'est que elle a pas vraiment de souvenirs qui. Elle a une mémoire très sélective. Ouais, voilà, ouais, Mais pas sélective de son choix à elle, du choix de sa coloc. c'est ça. Très bien. Après, bon, faut voir ce qui se passe avec ces objets qui parlent, parce que, bon, ils communiquent ensemble, mais est-ce que ça a un intérêt après dans ce qui va se passer ? Peut-être que c'est le prochain invité La prochaine invitée qui la sera prochaine Poulby, invitée. qui est une tatoueuse. D'accord, yes. Voilà. Très Bon bien. courage, Poulby. Bon courage. Très Bonne bien. chance. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Mais de rien. Je pense qu'on a fini cet épisode. Oui. C'était trop intéressant. Merci. Cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre ? Retrouvez-moi tous les mardis soirs au Chat qui pêche. C'est vrai ? Non, Ah, c'est dommage. pas du tout. Chat qui pêche étant un bar donc, cours de la Marne à Bordeaux, auquel il y a souvent du stand-up, notamment. Ah oui. Et peut-être Je ne savais des pas. scènes ouvertes aussi, je crois. Moi, j'ai déjà vu des gens qui chantaient, c'est tout. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Beaucoup trop de publicité Pour le Chat qui pêche. pour le Chat qui pêche. Sponsorisez-nous. Voilà. Donc oui, eh bien, on en a parlé tout à l'heure. On peut me retrouver sur Pete et Ike. Oui. Du coup, j'ai un SoundCloud Oui. qui s'appelle Sonar Tape, T-A-P. Et Sonar, ça s'écrit S-O-N-R. D'accord. Voilà. Et D'ailleurs, du coup, je le répète, mais sur la chaîne YouTube, c'est P-E-T-E, Esperluette, I-K-E. oui, Voilà. tout à fait. Mais de toute façon, le lien est dans la description. Et si, bah, on peut retrouver de mes compositions aussi sur Arakiwi. Oui, tout à Voilà. fait. Arakiwi, dont on avait déjà parlé avec Boris, parce que tu faisais également partie de ce collectif. Exactement. Et vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver les compositions de Pierre sur la chaîne de Boris et Gabi, parce qu'ils s'occupent aussi beaucoup de leurs compositions à eux. Pas tout. Pas tout. Mais c'est écrit à la fin quand c'est le Oui. cas. Voilà, dans le doute, regardez tout comme ça. Vous pouvez retrouver Donne ta patte sur Insta, c'est @donnetapatte_podcast. Sur YouTube, sur ma chaîne personnelle qui est Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T. Et voilà, et vous pouvez écouter ce podcast du coup sur YouTube et sur toutes les applis de podcast. Si vous en parlez à des gens qui ont une appli de podcast sur lequel ils ne trouvent pas ce podcast, eh bien, dites-le moi, comme ça je l'ajouterai à cette appli que je ne connais pas encore. Parlez autour de vous du podcast si vous avez bien aimé et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast si vous le pouvez, s'il vous plaît. Voilà, une fois de plus, merci beaucoup Pierre. Je vous en prie. À plus, et on se retrouve dans 2 semaines. Et bonne fin de matinée. Parce que là, vous avez commencé le petit déjeuner. Là, vous allez vous attaquer à dîner. Parce que c'est beaucoup trop long. Toute la journée. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.